Le palais de la République du Sénégal, d'hier à aujourd'hui. Ce documentaire a pour objet de retracer l'histoire de ce lieu symbolique, classé depuis 1979 dans la liste des sites et monuments historiques du Sénégal, avant de le présenter sous ses aspects contemporains. Situé dans le quartier Plateau à Dakar, le palais de la République du Sénégal se dresse majestueusement à la croisée des avenues de la République et de Léopold Sédar Senghor. Le palais avant l'indépendance. Acquis à la suite d'une expropriation consécutive à la succession Gaspard d'Evès, le lot de terrain sur lequel est bâti l'édifice fut retiré de la vente avec comme effet son transfert au profit de la colonie du Sénégal par le jugement du tribunal de première instance de Saint-Louis en date du 13 décembre 1902. Après avoir été la résidence du gouverneur général de l'AOF, il est aujourd'hui celle du chef de l'État du Sénégal. L'histoire très riche du palais s'insère dans l'évolution française en Afrique occidentale. En effet, c'est par un décret en date du 16 juin 1895 que Félix Faure, président d'alors de la République française, a institué un gouvernement général pour coordonner l'action administrative des territoires d'Afrique occidentale. Jean-Baptiste Chaudié est nommé premier gouverneur résidant à Saint-Louis, à côté du lieutenant-gouverneur Henri-Félix de Lamotte. Le 1er octobre 1902, un nouveau décret transfère la capitale de l'AOF de Saint-Louis à Dakar. Compte tenu de son essor économique et ferroviaire, mais aussi par sa situation maritime privilégiée, Dakar répondait parfaitement à la réalisation de ce projet novateur. Aux yeux du colonisateur, Dakar est une porte ouverte sur l'intérieur du continent et peut jouer un rôle déterminant dans le système de consolidation et d'extension de l'Empire français ouest-africain. Le signal de l'expression de puissance de la France fut donné par Gaston Doumergue, ministre des colonies. En donnant son accord définitif au projet de construction du palais du gouverneur général en 1902, il s'exprimait en ces termes. Apposer dans une ville encore relativement vierge l'empreinte symbolique de la Grande France. Avec son nouveau statut, Dakar connut un afflux démographique important, car de 8 737 habitants en 1902, elle passe à 18 447 habitants en 1904. Les travaux ont démarré à partir de 1903 sous la supervision d'Henri-Adolphe Auguste Deglan, l'architecte du gouvernement qui s'est inspiré pour cette construction de divers courants architecturaux. Le bâtiment aux lignes très sobres, avec un péristyle central en avancée, avait fait l'objet d'une forte décision ministérielle en date du 27 décembre 1902 que les promoteurs résumaient ainsi. Le sable sera d'un grain fin
sec, pur, anguleux, criant à la main, rude au toucher, sans aucun mélange de vase ou autre matière étrangère. La multiplication des éléments décoratifs, tels que les acrotères, ornant les angles de ces deux petits édifices sur le toit du palais, les pilastres de la façade, le tympan triangulaire ou encore les lanternons, rapprochent le bâtiment d'une production architecturale qualifiée d'éclectique. On y trouve en effet mélangés des éléments classiques et des effets optiques proches de l'architecture baroque. De plus, la profusion des éléments décoratifs imprimés à la façade évoque par leur foisonnement le style rococo, mouvement artistique européen du XVIIIe siècle touchant l'architecture, les arts décoratifs et la sculpture. Par ailleurs, l'orientation nord-sud de ce bâtiment et son implantation sur un plateau dominant le reste de la ville, excepté les mamelles, lui assure, grâce à ses nombreuses arcades, une bonne ventilation garante d'une hygiène optimisée. En outre, pour des raisons liées à l'option militaire, son élévation répond aux besoins de cette maxime selon laquelle qui tient les hauts tient les bas. La démarche, l'objectif et la philosophie des concepteurs sont clairs. L'implantation d'un palais doit participer de la représentation du pouvoir et l'édifice doit se révéler dans son ensemble comme majestueux grâce au style, à la forme et à la visibilité aussi bien de la mer que des différentes parties de la ville. Après appel à la concurrence, un contrat fut signé avec l'entreprise Daïdé et Pilet, adjudicataire du marché qui avait déjà à son actif la construction du pont Faidherbe de Saint-Louis. La confection des grilles d'honneur et la peinture du bâtiment ont été confiées aux entreprises Maison et Minzar. Le montant total des travaux était estimé à cette époque à la somme d'1 739 323 francs, montant très modeste de nos jours, mais en 1903, le coût des matériaux importés se présentait comme suit. La tonne de ciment à 50 francs, la tonne de fer, acier et fonte de toute espèce à 400 francs, la tonne de chaux à 30 francs. L'exécution des travaux avait requis qu'on fît appel à un personnel technique qualifié qui avait quitté la France le 22 septembre 1903 pour se mettre à l'œuvre dès le mois de novembre 1903. Le chantier est réceptionné le 14 juin 1907. Le palais est inauguré le 28 juin 1907. Notons que durant les 4 années des travaux, le gouverneur général Ernest Roume s'était installé à Gorée, dans l'actuel relais de l'Espadon. « 18 gouverneurs généraux ou hauts commissaires de la République s'y sont succédés, d'Ernest Roume en 1907 à Pierre Mesmer qui a quitté Dakar le 22 décembre 1959. Ernest Roume, 1907-1908. William Merleau-Ponty,
1915. Décédé à Dakar et inhumé dans les cimetières de Bel-Air, Ponty fut le parrain de l'école normale William Ponty, creuset de la formation de hauts cadres de l'Afrique occidentale française dans les domaines de l'enseignement et de l'administration générale. Créée en 1903 à Saint-Louis, cette école sera transférée d'abord à Gorée en 1913, puis à Sébikotane en 1937. L'amphithéâtre de cette prestigieuse école, classé parmi les sites et monuments historiques du Sénégal depuis 1979, sera très bientôt restauré par le ministère de la Culture et du Patrimoine historique classé. François Clausel, 1916-1917. Il est l'initiateur du Conseil supérieur des affaires musulmanes. Jean Van Vollenhoven, 1917-1918. Il démissionne de ses fonctions de gouverneur général, ne pouvant s'accommoder au nouveau statut du député Blaise Diagne, nommé par le président du Conseil Georges Clemenceau, commissaire de la République chargé du recrutement des soldats indigènes en AOF durant la Première Guerre mondiale. Jean-Gabriel Engoulevent, 1918-1919. Martial Merlin, 1919-1923. Jules Card, 1923-1930. Il a été le parrain de l'école de médecine de Dakar. Jules Brévier, 1930-1936. Un pavillon de l'hôpital principal de Dakar, ex-hôpital colonial, porte son nom. Marcel de Coppet, 1936-1938. Il est l'initiateur du projet de construction de la grande mosquée de Dakar en 1938. Pierre Boisson, 1938-1939. Léon Kaila, 1939-1940. Pierre Boisson, une deuxième fois, 1940-1943. C'est du haut du palais qu'il coordonnait durant la Deuxième Guerre mondiale les opérations de défense de Dakar les 22, 23 et 24 septembre 1940 lors des bombardements opérés par les forces françaises libres sous le commandement du général de Gaulle pour contraindre la colonie du Sénégal à se rallier à la résistance contre l'Allemagne nazie. Pierre Cournary, 1943-1946. Il est l'artisan du projet du vote des femmes. René Victor Alain Barthes, 1946-1948. Paul Béchard, 1948-1951. La modernisation du palais dans sa forme actuelle en septembre 1951 est à mettre à son actif. Aussi, c'est lui qui a dénoué la grève des cheminots de l'AOF dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 mars 1948 entre le syndicat des cheminots et les représentants de la régie des chemins de fer. Bernard Cornu-Gentil, 1952-1956. Grand régulateur social et religieux de l'époque. Gaston Cousin, 1957-1958. Pierre Mesmer,
1958-1959. C'est à lui qu'il est revenu l'honneur d'accueillir le général de Gaulle au palais le 26 août 1958 lors de sa visite à Dakar dans le cadre de sa tournée de faire accepter au peuple de l'AOF le projet de la communauté franco-africaine. Faut-il signaler que durant la courte période de la Fédération du Mali, qui accéda à l'indépendance le 20 juillet 1960, le palais fut occupé par Modibo Keïta, qui a quitté les locaux le 20 août 1960, date de l'éclatement de cette fédération composée du Sénégal et du Soudan français, actuelle République du Mali. Depuis cette rupture, la nouvelle République du Sénégal s'est choisi le drapeau qui flotte fièrement au sommet de ce bâtiment. Symbole de la vitalité républicaine, le drapeau national est composé de 3 bandes verticales de dimensions égales. Le vert, symbole de la nature et de la prospérité. L'or, symbole de la richesse et le fruit du travail, mais également la couleur des arts, des lettres et de l'esprit fécondant. Le rouge, couleur sang, symbole du courage et du sacrifice, de la vaillance militaire, exprime également la détermination ardente et la force résolue qui doit animer chaque Sénégalais. L'étoile de couleur verte à 5 branches marque l'ouverture du Sénégal aux 5 continents, ainsi que les valeurs de la nation guidées par la lumière et la foi vers la perfection. La devise de la République, un peuple, un but, une foi, traduit notre volonté de vie commune dans l'unité de notre peuple pour la construction nationale. Sur le mât flotte le drapelet avec les initiales du président de la République. Sa visibilité atteste de la présence du chef de l'État sur le sol sénégalais. Le palais de la République depuis l'indépendance. Le décret numéro 6001 du 22 septembre 1960 désigne désormais l'appellation de la résidence du président de la République sous le nom de Palais de la République. Il est tour à tour occupé par le président Léopold Sédar Senghor de 1960 à 1980, le président Abdou Diouf de 1981 à 2000, le président Abdoulaye Wade de 2000 à 2012, le président Macky Sall depuis 2012. L'on ne peut s'empêcher au regard d'un tel édifice d'emporter avec soi l'image d'un univers sublime avec une vue extraordinaire sur la mer. L'émerveillement s'impose devant ce lieu où la beauté et la solennité se côtoient harmonieusement. Devant cet édifice trônent majestueusement 2 lions, emblème de la République, et à l'intérieur, une lionne momifiée importée d'Afrique du Sud par le président Macky Sall.
Symbole du courage et de la bravoure, l'esprit du lion est associé à l'invincibilité et à la confiance en soi. Résidence officielle du président de la République. Cet imposant édifice dispose d'une emprise au sol de 2417 mètres carrés. Il est composé de 2 étages en plus d'un rez-de-jardin de 1296 mètres carrés et d'un rez-de-chaussée de 1624 mètres carrés. Le premier étage couvre une superficie de 1466 mètres carrés, tandis que celle du deuxième est de 658 mètres carrés. La salle d'accueil, qui fait face au hall d'entrée, reçoit des invités d'honneur en attente d'audience. Elle est contiguë sur sa gauche à la salle de musique avec son piano qui date de l'époque coloniale. C'est ici que le président s'entretient en tête-à-tête avec les chefs d'État et d'autres personnalités. À l'extrême droite du rez-de-chaussée se trouve un troisième salon baptisé Salon Sénégambie en mémoire de la signature le 17 décembre 1981 des traités de la Confédération de la Sénégambie par les présidents Abdou Diouf et Daouda Diawara, qui sera dissoute le 30 septembre 1989. Ce salon, d'une capacité d'accueil de 40 personnes, abrite également des réunions et des séances de travail conduites par le chef de l'État. Au premier étage du palais, où l'on accède par des escaliers à l'anglaise, avec des marches en chêne, bordées sur les côtés de rampes en fer forgées sur limon en stuc et retenues par des portes mais en cuivre mouluré, se trouve le salon des ambassadeurs et un bureau du président de la République. Dans cet espace sont exposés des objets reçus en cadeau de différents chefs d'État et de hautes personnalités. Le salon des ambassadeurs s'ouvre sur la terrasse et permet de contempler les flux et les reflux de la mer avec une belle vue sur l'île de Gorée. Que d'événements auront marqué ce lieu où plusieurs éminentes personnalités du monde ont échangé dans le secret des conversations stratégiques sanctionnées par de grandes décisions politiques, économiques et diplomatiques. Pour l'économie d'énergie, un système photovoltaïque autonome est installé afin de permettre une alimentation en partie en énergie propre. Différentes annexes complètent la fonctionnalité de la résidence officielle du chef de l'État. Il s'agit de la salle des banquets. Sur l'initiative du président Léopold Sédar Senghor, sa construction, qui aura duré 1 an, a débuté en 1973 sous la direction de M. Trion, l'architecte du palais à l'époque. Le président Senghor avait initié l'utilisation des matériaux locaux, le marbre de la région de Kédougou notamment.
Son inauguration a eu lieu en 1974 en présence du président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, invité d'honneur. Depuis cette date, elle reçoit en banquet officiel les hôtes de marque de la République. Dans cette salle multifonctionnelle, sont honorés dans les différents ordres nationaux par le chef de l'État, les citoyens et les étrangers qui se sont distingués dans les services rendus à la République. Ils sont aussi conviés les grands dignitaires de la République dans le cadre des concertations pour un dialogue fécond sur des questions d'intérêt national. La salle du Conseil des ministres. Cette belle œuvre architecturale, dont le style est d'inspiration classique, rappelle la modénature du palais de la République et son cabinet par ses lignes verticales ainsi que sa couronne périphérique. Elle fut construite par le président Abdoulaye Wade entre 2003 et 2005. La salle du Conseil des ministres reçoit chaque semaine les membres du gouvernement. Elle a été baptisée par le président Macky Sall depuis le 3 octobre 2018, salle Bruno Diatta, du nom de ce grand commis de l'État qui, pendant plus de 40 ans, a rempli avec loyauté les fonctions de chef du service du protocole de la présidence de la République. L'on ne peut présenter le palais sans évoquer la partie administrative de la présidence de la République. Le cabinet restreint. À partir du hall, ces escaliers du même style que le palais permettent d'y accéder. Le bureau du président de la République et son secrétariat particulier. En face, le bureau de l'aide de camp. Le couloir ouest mène au service du protocole et du conseiller diplomatique. Le couloir sud conduit à la salle de réunion où le président de la République tient ses séances de travail. La chancellerie. Elle abrite le directeur de cabinet du président de la République et ses bureaux, le secrétariat général et ses services rattachés. À l'est se trouve la grande chancellerie de l'Ordre national du Lion. C'est ici que tous les ordres de décoration sont gérés. Les services de sécurité, la maison militaire, qui abrite l'inspection générale des forces armées, le chef de l'état-major particulier du président de la République. Sur l'autre rue, au nord, l'état-major du gouverneur militaire du palais. La cour d'honneur. Il est important de souligner que le palais n'est pas que du béton et que le souci de la préservation de l'environnement a toujours été une préoccupation de ses occupants. Le président Macky Sall a institué dans la cour d'honneur la forte symbolique constituée par la levée mensuelle des couleurs les premiers lundis de chaque mois en présence des membres du gouvernement et de l'armée. Une occasion d'inviter également d'autres citoyens à l'image des tout-petits et des personnes du troisième âge, afin de rappeler la marque de civisme et de citoyenneté qui ne doit jamais faire défaut.
Dans cette cour sont rendus également les honneurs de la République aux différents chefs d'État en visite officielle et aux ambassadeurs accrédités au Sénégal devant présenter leur lettre de créance au chef de l'État. L'on ne peut décrire le palais sans évoquer sa beauté et son charme que lui confère son jardin de 7000 mètres carrés. Dans cet espace, plusieurs variétés d'arbres et d'arbustes importés d'Europe, des Antilles, d'Afrique, parmi lesquels un flamboyant planté depuis 1925 cohabite avec des espèces locales comme le baobab, l'arbre totem du Sénégal. Ce jardin, hérité de la colonisation, a connu un essor plus florissant avec l'avènement du président Léopold Sédar Senghor, qui en fit son lieu idéal d'isolement, de méditation et d'inspiration poétique en ramenant au cours de ses déplacements à l'étranger toujours de nouvelles espèces. La splendeur de ce jardin, aux attraits changeants par l'alignement de sa multitude d'arbres exotiques, est révélée par la variation de la lumière sous les frondaisons, créant ainsi un havre de quiétude pour le repos de l'esprit. En effet, si le président Abdoulaye Wade y a introduit des dattiers et des palmiers, le président Macky Sall s'est illustré par la plantation de sapotilles, de dattiers, de flamboyants et d'autres espèces. L'originalité de cette flore réside dans cette subtile transition entre l'intimité ombragée, le verdoiement embaumé des 4760 mètres carrés de parterres gazonnés et fleuris qui lui assure un véritable réceptacle de la biodiversité, lieu de refuge et de reproduction de beaucoup d'oiseaux. Le charme du palais se reflète également par la présence des pans. Dès son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall y a introduit quelques pairs pour repeupler le palais où se trouvaient jadis des grues couronnées à l'époque du président Léopold Sédar Senghor. Ces espèces aviphones, originaires d'Asie, sont acclimatées comme oiseaux d'ornement. L'incomparable plumage du mâle semble réunir tout ce qui flatte nos yeux dans le coloris tendre et frais des plus belles fleurs. Par ce besoin fondamental de préserver l'équilibre entre le souvenir et le rêve, où chaque société reconnaît une interaction entre l'être humain et la nature, le palais de la République du Sénégal constitue une marque de fierté pour tous les Sénégalais.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم